Bienvenue sur Canada International. Et titre de votre 20h, la rentrée scolaire du 3e trimestre est effective ce matin. De nombreux élèves ont repris le chemin de l'école. C'est un trimestre assez sensible qui demande plus d'efforts pour redresser la ligne. Le syndicat des personnels médico-sanitaires maintient depuis ce matin l'arrêt de travail dans les hôpitaux du Cameroun. Les signes de débrayage étaient visibles cette mi-journée. Et puis à l'étranger, le pape François évoque les souffrances et les conflits en Afrique au cours du traditionnel message pascal. Le souverain pontife s'exprimait ainsi au Vatican, c'était hier. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par cette rencontre tenue ce jour à Douala. Les accords de partenariat économique étaient mis en examen dans la ville de Douala. Le comité régional de coordination et des négociations a tenu la 28e session sur les divergences entre l'Afrique et l'Union européenne. Le compte rendu de Jean-Christian Akam Jacksimo. Accès au marché, taux de libéralisation des échanges, mesures d'accompagnement des entreprises. Des points de divergence existent encore entre l'Afrique et l'Union européenne sur la signature des accords de partenariat économique. À la faveur de cette 28e session du comité régional de coordination et des négociations, l'Afrique centrale veut alimenter le projet de texte des 10 accords. Et nous sommes aujourd'hui, heureusement, arrivés au moment où la partie européenne et nous-mêmes sommes d'accord pour négocier les mesures d'accompagnement de l'accord de partenariat économique. C'est pour ça que nous avons pris du temps, mais nous ne sommes pas parmi les derniers puisqu'il y a encore des régions qui n'ont pas signé d'accord de partenariat économique au niveau régional. Durant 5 jours, à compter de ce 21 avril à Douala, experts, représentants des ministres de la zone CEMAC et acteurs non étatiques évaluent les acquis des négociations, revisitent les points de désaccord ainsi que des questions non encore évoquées jusqu'ici. Le Cameroun reste solidaire de toute la région Afrique centrale dans la possibilité d'obtenir, d'arriver à conclure un accord de partenariat économique au niveau régional. Maintenant, le Cameroun a signé un accord bilatéral avec l'Union européenne. Mais cet accord bilatéral n'exclut pas que, en raison de notre engagement au sein de la sous-région, le Cameroun reste solidaire et engagé à la négociation d'un accord sous-régional. Les attentes tournent ici autour de la signature d'un accord dit équilibré, respectant les acquis de la sous-région tout en honorant ses engagements internationaux. Rendez-vous ferme sur la question le 1er octobre prochain pour le Cameroun. Et nous continuons en économie pour dire que 150 milliards de francs CFA seront bientôt débloqués par la Banque mondiale pour soutenir l'agriculture camerounaise. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre de l'Agriculture a accordée ce jour à Yaoundé au chef de la délégation de la Banque mondiale. La partie camerounaise va continuer à travailler sur le terrain. La Turquie veut renforcer les capacités des pays africains dans la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Omar Farouk, ambassadeur de Turquie au Cameroun, a rencontré les hommes des médias à ce sujet. Le compte rendu de cette rencontre, Louis-Roger Noadieu, Jacksimo. L'ambassadeur de Turquie au Cameroun, son Excellence Omar Farouk Dogan, et le contre-amiral Ali Murad Dede, commandant du groupe naval turc Barbaros, ont donné ce lundi 21 avril à Douala une conférence de presse. Au cœur des échanges avec les hommes des médias, la présentation du groupe naval turc Barbaros, dont l'une des missions dans les eaux territoriales africaines est de contribuer aux efforts des pays du continent dans la sécurisation du golfe de Guinée à travers la lutte contre la piraterie maritime. Donc, pour parler des intérêts, entre guillemets, ce sera un mot trop étrange pour nous. Mais pour des partages, quel genre de partage? Partage d'expérience, partage de solidarité et partage de rassurer, de rendre un partenaire fortement
sécurisée et stable. Vous allez comprendre aussi que si on a un partenaire sûrement en pleine sécurité et en pleine stabilité, ça peut apporter à tous les deux côtés. Partenaire stratégique du Cameroun, son Excellence Omar Farou Dogan, ambassadeur de Turquie au Cameroun, a tenu à rassurer les journalistes que cette coopération militaire ne saurait être sous-tendue par des intérêts voilés. Je cite, que la Turquie est au Cameroun pour partager, donner et non pour prendre. Fin de citation. Et c'est justement dans le cadre du partage et de l'assistance humanitaire que la Turquie va profiter de l'escale de ce bâtiment qui n'a pas pu accoster au port de Douala pour des raisons techniques pour offrir des dons, des produits alimentaires, du matériel médical et didactique. Parlons à présent de la sécurité transfrontalière. Les menaces du groupe Boko Haram ne cessent de peser sur le département de la Magno et du Nigeria voisin. Cependant, des mesures sécuritaires ont été prises par les autorités administratives. Inès Daniels pour le reportage. Le département de la Magno dans la région du sud-ouest Cameroun est un espace stratégique par sa géographie car il partage une longue frontière avec la République fédérale du Nigeria où pèsent les menaces des actes terroristes de la secte Boko Haram. Une situation qui préoccupe les autorités administratives, d'autant plus que dans l'arrondissement de Akwaya, plus de 3175 réfugiés ont été déjà enregistrés selon les sources officielles. Depuis le début du mois de mars 2014, un conflit tribal opposant les villages Benue et Taraba au Nigeria entraîne le déplacement vers le Cameroun des populations en quête de refuge. Le préfet de la Magno, Peter Tiende, et son état-major au cours du comité de coordination de maintien de l'ordre à Imodjok prennent des mesures de sécurité afin d'empêcher toute infiltration des membres de la secte Boko Haram au Cameroun et garantir des conditions humanitaires aux réfugiés nigériens présents dans la Magno qui connaît en ce moment un calme relatif. Ceux qui sont ouverts aux commandes militaires sont des contrôles sécuritaires renforcés, sans tracasserie. Et le contrôle des points d'exit, par exemple, les petits beaches comme à Manfé et la porte de sortie des coques. Le sous-préfet de l'arrondissement de Akwaya, dont les villages abritent les réfugiés nigériens, fait le point de la situation. On a pris des mesures pour empêcher que les éléments des secteurs Boko Haram n'entrent pas au Cameroun par lancement d'Akwaya. Et en plus de ça, depuis le début du mois de mars, nous sommes en train de gérer une situation très précaire concernant les réfugiés venant du Nigeria. Pour pérenniser le calme qui règne dans la Magno, le préfet Peter Tiende recommande à ses collaborateurs vigilance et stricte application sur le torrent des mesures prises au cours du comité de coordination de maintien de l'ordre. Dernière ligne droite pour les élèves du primaire et du secondaire. Ce lundi marquait la rentrée scolaire du 3e trimestre. À Idéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, les élèves ont repris normalement les cours, à l'exception du collège Saint-Pidis en raison de la célébration hier de la fête de la Pâque. Le reportage de Julio Trésor-Tanon, David Penn. Il est 7 h ce lundi au lycée classique d'Idéa. Les élèves courent pour rejoindre le portail et sont aussitôt fouillés systématiquement par les surveillants, certainement à la recherche des objets défendus. Juste le temps de courir chez le vendeur de stylos à billes. Trop tard, le portail est fermé. À présent, place à la levée des couleurs et les élèves de la classe de 3e F exécutent l'hymne national. Le proviseur donne son premier discours trimestriel pour mettre en éveil les élèves. Nous demandons principalement aux élèves des classes d'examen qu'ils n'ont pas droit au repos, que l'heure n'est plus aux distractions et au divertissement. Nous devons mettre le temps qui nous reste à profit pour réviser toutes nos leçons. Au collège catholique Saint-Pidis d'Idéa, c'est le silence total. L'établissement est vide et les tables bancs n'espèrent pas être occupés d'ici là. Le bureau du principal est hermétiquement fermé. Sûrement une prolongation de la fête pascale. Chez les tout-petits, la cour et les salles de classe sont pleines. Le chef d'établissement demande aux enseignants d'être plus rigoureux. L'heure n'est pas au jeu, parce qu'il nous reste peu de temps.
Alors que chacun se mette, que ce soit les enseignants comme les enfants, tout le monde doit vraiment se mettre pour ces derniers temps qui nous restent. Avis à ceux des élèves qui traînent encore le pas, les cours ont effectivement commencé pour le compte du 3e trimestre à EDEA dans la Salaga maritime. Et puis le rapport mondial du suivi de l'éducation pour tous, l'UNESCO indique que seulement 10% du taux de scolarisation dans le primaire en Afrique subsaharienne. Et puis Yaoundé abrite à partir du 24 avril les ministres de l'éducation des pays de l'Union africaine. L'objectif est de redonner au système éducatif africain des approches offensives dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour l'éducation pour tous. Et nous restons à Yaoundé, nous allons principalement parler de la rentrée scolaire du 3e trimestre avec Ebel Olinga. Il nous dit effectivement qu'elle était une réalité ce matin. Bonsoir Ebel Olinga. Bonsoir Cathy Toulou-Elanga, bienvenue à Yaoundé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, les élèves ont repris le chemin des classes ce 21 avril 2014 à Yaoundé. La rentrée scolaire comptant pour le 3e trimestre est effective, même si dans certains établissements, c'est plutôt un redémarrage à double vitesse. Reportage. Dans cette salle de classe, ce lundi 21 avril 2014, le cours de langue maternelle bat son plein. Le 3e trimestre a repris son cours dans les établissements scolaires de la capitale Yaoundé. Un retour pas du tout gai à l'école publique de Nkolbison où la tornade de la veille a laissé des traces. Toiture arrachée, murs fissurés, salle de cours immergée, les dégâts ne se décrivent pas dans ces 4 salles sinistrées. Le désert est tellement vaste que je ne sais pas comment mesurer. Il faut vraiment beaucoup de sacrifices pour refaire 4 toitures. Ce n'est pas facile. La leçon du jour se fait en plein air. Pour combien de temps? Seule la réaction de l'administration le déterminera. Je voudrais rassurer les parents que les cours ne vont pas s'arrêter. Nous sommes dans un complexe scolaire qui compte 5 groupes. Nous avons pris des dispositions pour que les 4 autres groupes puissent chacun céder une salle de classe, n'est-ce pas, à l'école sinistrée, de telle manière qu'on puisse faire un système de mi-temps. Nous avons, n'est-ce pas, fait un appel à notre hiérarchie, dont je ne doute point qu'elle va réagir, n'est-ce pas, par rapport à ce problème-là. Une réaction qui viendra soulager ce demi-millier d'élèves, ainsi que leurs enseignants en détresse ici. Hôpitaux morts, l'opération court depuis ce matin à Yaoundé dans les hôpitaux publics, y compris ceux dits de référence. Les personnels de santé font grève. Le visage des formations hospitalières publiques de Yaoundé ressemble à des lieux qui ne donnent plus la vie. Ghislain Péressono, André Marindi. Pas de vie dans les hôpitaux publics camerounais ce lundi 21 avril. À Yaoundé ce matin, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de... Pour relancer, vous l'avez bien compris, quelques légers soucis techniques, on l'a dit si bien, hôpitaux morts, l'opération est en cours depuis ce matin. Les hôpitaux publics de Yaoundé, même ceux dits de référence, sont en grève. Le reportage de Ghislain Péressono et André Marindia. Pas de vie dans les hôpitaux publics camerounais ce lundi 21 avril. À Yaoundé ce matin, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso, l'un des centres de référence camerounais. Au lieu de l'accueil, les personnels de santé scandent des chants de détresse, pancardes en main. La grève annoncée le 9 avril dernier a déjà des conséquences graves. Ma fille est couchée là, je ne vois pas celui qui va faire le pansement même. Seulement le pansement. La blessure coule, je ne vois pas celui qui va faire le pansement. Comme depuis toujours, 13 revendications sont formulées en vue de meilleures conditions de vie et de travail. Pas de plateau technique, doublé d'une carence en personnel, la convention collective du secteur est bafouée, les personnels ne sont pas très bien payés. Ici à l'hôpital Jameau,
spécialisés dans la prise en charge des malades de la tuberculose, même son de cloche. Nous voulons bien un nouveau statut particulier des personnels de la santé publique. Nous avons nos confrères ici qui sont contractuels à l'administration. Ils ne bénéficient pas des primes qui ont été allouées aux fonctionnaires des corps de la santé publique, alors qu'ils font le même travail. Le SYMPEMS et le Cap Santé sont les deux syndicats. Les deux syndicats qui organisent cette grève n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous venons d'entrer en négociation. Nous ne pouvons pas dire qu'elle sera suspendue ou levée aujourd'hui ou demain, mais ce sera par rapport à la satisfaction des 13 points. À ce moment-là, peut-être on pourra avoir une avancée franche, parce que nous voulons des solutions durables pour le personnel de la santé qui a abandonné à lui-même. Une situation qui interpelle le ministre camerounais de la Santé publique au premier chef, mais aussi ses collègues du gouvernement en charge des finances, celui du travail ou encore celui de la fonction publique, quelques jours seulement avant la fête du travailleur, le 1er mai 2014. À votre suite, Ghislain Pierre-Essonneau, signalons qu'une réunion d'urgence se tient actuellement au ministère de la Santé publique entre les représentants des syndicats des personnels en grève et plusieurs membres du gouvernement. Cette assise devrait aboutir à une voie de sortie de crise. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Autre acte de mécontentement, la Ligue des consommateurs camerounais s'oppose à la hausse des prix de l'électricité. Au nom des 10 consommateurs, justement, Delors Magellan Kamse Kamgen a entamé ce jour une grève de la faim. Karen Mezatia, Luc Vondo. Jusqu'à 18h ce soir, Delors Magellan Kamse Kamgen n'a eu pour seul repas que la parole de Dieu. Il ne consommerait aucune nourriture ordinaire, aucune boisson. La cause de cette diète que le président de la Ligue camerounaise des consommateurs s'impose, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, est sur le point de donner son OK à l'augmentation du prix de l'électricité. Pendant que l'électricité fait des va-et-vient, ça vient, ça part, quand ça veut, alors que nous sommes à la veille des examens, que le gouvernement puisse être en train de cautionner la volonté d'augmenter les prix. Face à cela, alors, les consommateurs ont dit non. Et je ne bougerai pas ici, même s'il pleut ou bien qu'il fasse soleil. Donc malgré les intempéries, je serai là jusqu'à ce que le gouvernement puisse donner une suite défavorable. Dans son combat, Delors Magellan Kamse Kamgen n'a pour seul compagnon que ces messages dressés sur les pancartes. De temps en temps, des curieux et des journalistes s'arrêtent pour demander ce qui se passe ici à quelques mètres de l'immeuble siège de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité à Yaoundé au quartier Bastos. Nous ne violons aucune loi n'est bafouée, parce que nous n'incitons ni à la révolte, ni au trouble de l'ordre public. Nous sommes à cela pour porter ce message, qui est le message de paix des Camerounais, mais un message de paix teinté de colère, teinté de désarroi, teinté de dépit. La réaction officielle de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité est attendue jusqu'ici. Route rurale non classée, bientôt la fin du calvaire. Une convention entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation MINAT, le Madieni et les collectivités territoriales décentralisées a été signée ce jour à Yaoundé pour l'entretien des routes rurales non bitumées. Javis Nana, Samuel Bonis pour les détails. Le développement de nos communes est désormais l'affaire du Parc national de matériel de génie civil. Ce lundi à Yaoundé, une convention liant plusieurs collectivités territoriales décentralisées et le Madieni a permis de mettre en perspective le transfert des compétences pour l'entretien des routes rurales non classées, la construction et la gestion des bacs de franchissement. Les montants pour cette première étape varient de 13 à 19 millions de francs CFA et le visage de nos mairies peut espérer un vrai relooking en termes d'infrastructures. Il ne serait pas honnête de ma part de dire que le Madieni peut satisfaire 360 communes à la fois. Mais nous comptons premièrement sur la programmation des travaux, une commune après une autre. Ça c'est d'un. Et de deux, nous comptons sur notre répartition sur le plan national.
Les ministères de l'administration territoriale et des marchés publics pilotent cet appui déterminant et exceptionnel sous la caution du Premier ministre. Les bénéficiaires ont déjà une bonne idée de la destination des fonds alloués. Il faut noter que pour le moment, nous commençons à petits pas parce que l'entretien routier demande beaucoup de moyens. Et nous apprécions déjà l'effort du gouvernement à travers le respect des cahiers des charges du ministère des Travaux publics qui a bien voulu mettre en place ces financements entre 13 et 19 millions pour les communes. Il y a un élément essentiel qui nous assure et qui nous aide à procéder à des études préalables qui précèdent souvent la passation des marchés. Ça, c'est innovant et c'est très important pour nous. Maintenant, il reste à voir dans les détails la gestion des crédits transférés en régie, parce que c'est là le sujet. Et nous verrons avec le temps comment finaliser ce débat. Les montants des paiements des prestations effectuées en régie ne sauraient excéder 5%, car aider les communes, c'est souhaiter l'amélioration des conditions de vie des populations. Et là, on passe du discours aux actes. En parlant des actes, suite de la tournée économique du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty-Assomo se trouve dans le département du Mungo et on en parle avec vous, Cathy Toulouelanga. C'est exact, Ebel Olinga, mais avant nous allons signaler la tenue par le Premier ministre, chef du gouvernement à Yaoundé, dans le conseil de cabinet en association avec le vice-premier ministre, les ministres délégués, les ministres d'État, les secrétaires d'État. Les travaux portaient sur l'examen du projet d'accélération pour la croissance économique au Cameroun. Et nous revenons sur cette tournée économique du gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty-Assomo, dans le département du Mungo. Il s'est donc rendu dans les arrondissements de Mbanga et Mombo pour toucher du doigt les réalités économiques de ces localités. Robert Charlita, Roméo-Nanko. Mbanga, ville riche en produits agricoles, ne vit pas de ses productions. La ville brille par une forte absence en réseau électrique fiable et pour l'exercice 2014, afin de favoriser l'extension du réseau électrique, le FECOM attribue 189 millions à la commune d'arrondissement afin de donner à la commune d'arrondissement de Mbanga. Information donnée au cours de la visite économique du gouverneur Joseph Betty-Assomo dans cet arrondissement. Rendu à son 5e jour, il a visité les vastes terres de cacao et l'entreprise Unifarmi spécialisée dans la fabrication des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Cette visite, vous vous en doutez, vient booster le moral des employés d'Unifarmi. Elle vient ensuite traduire la volonté politique des autorités de ce pays qui n'ont sans cesse d'encourager l'industrie en général et l'industrie pharmaceutique en particulier. Au cours de sa réponse aux populations, le gouverneur de la région du littoral a interpellé les populations sur plusieurs faits touchant leur vécu quotidien. Sur le plan économique, demander aux agriculteurs de se remobiliser pour relancer véritablement la filière cacaoyère. Problème de la prédation du domaine privé de l'État. L'État a ses titres fonciers ici en Mbanga. Qu'on soit maire, qu'on soit sous-préfet, qu'on soit simple habitant de la ville, on n'a pas le droit d'entrer dans le domaine privé de l'État. En Mbanga, ceux qui ont investi sur les terrains de l'État ont été interpellés et seront poursuivis selon la loi. Les chefs traditionnels, eux aussi, ont connu une bonne dose d'interpellation de la part du gouverneur de la région du littoral. Après Mbanga, la délégation a déposé ses valises dans la localité de Mombo. Le premier de Douala, le retour des l'accès des AES Sonel continue de déployer tant bien que mal de rassurer les populations. Ruben Malik, Djumbissier. À peine terminé leur intervention en Boko, les soldats de la lumière sont interpellés en Mbanga Pongo. Comme on peut le voir, un pan du quartier est bien illuminé.
La raison, c'est que les travaux provoqués par l'orage se sont bien achevés ici. Ce soir, un câble s'est décroché d'un poteau et mis une petite partie du quartier dans le noir, d'où la descente ici à 22h30 d'une équipe. Les travaux provoqués par l'orage sont presque terminés. Les soldats de la lumière restent très mobilisés pour intervenir quand un incident fut-il mineur survient sur le réseau. C'est le cas aussi à Bepanda, lieu-dit Fangoudron de Fosso. L'incident, qui a suspendu l'alimentation en énergie de plus de 500 foyers, a été causé par un tiers. Un camionneur sous le regard de ce vigile. Les câbles étaient tombés par les camions le mercredi 16 avril, c'est à 23h45. Dès que les câbles étaient tombés, il y a un taximan venu de sortir. Les câbles étaient collés sur les taxis pendant 2 heures du temps pour enlever les câbles. Dès qu'on a enlevé les câbles, j'ai attaché la corde pour barrer la route pour que les camions ne sortent plus. Le poteau est remplacé grâce à la grue fixée dans ce gros porteur. Un camion grue, comme on peut l'appeler, transporte aussi du matériel avarié. Un transformateur foudroyé à PK21 par exemple. C'est le signe que ce camion va de chantier en chantier. Ici, après 4 heures de travail, la question est réglée. À Mbangapongo, il a fallu 30 minutes seulement pour que le câble décroché soit remis en place. Ainsi va le quotidien des équipes d'intervention qui rappellent à chaque fois que plus vite elles sont alertées, plus vite elles agissent. Les clients d'AESONEL sont donc priés d'appeler la ligne d'assistance au numéro court et unique 90 dès qu'un problème se pose dans leur quartier. Et nous passons en sport dans ce journal avec l'instant du mondial. Après plusieurs éditions, la Coupe du Monde n'aura été soulevée que par certaines équipes de la zone UEFA, CONMEBOL, zone Europe américaine. Retour sur ces quelques statistiques avec Omer Diogo. La Coupe du Monde de football aura depuis sa création choisi ses propres clients, comme on le dit très souvent trivialement. De manière générale, les équipes européennes se taillent la part du lion. 10 des 19 éditions qui se sont déjà déroulées ont été remportées par les pays de la zone UEFA. 4 couronnes pour l'Italie, 3 pour l'Allemagne, une coupe pour l'Angleterre, une pour la France et une dernière pour l'Espagne. Les pays de la zone CONMEBOL, entendu pays d'Amérique, se partagent le reste des trophées. 5 trophées pour le Brésil, 2 pour l'Uruguay et 2 pour l'Argentine. Le record des finales perdues est de 4 et c'est l'Allemagne qui est le pays qui a le plus été battu en finale de cette compétition. En 1966, 82, 86 et 2002. Dévançant ainsi dans ce palmarès des dessus les Pays-Bas qui sont à leur 3e finale perdue en 74, 78 et 2010. Seulement 6 pays organisateurs ont gagné la phase finale de la compétition qu'ils ont eux-mêmes organisée. L'Uruguay en 1930, l'Italie en 1934, l'Angleterre en 1966, l'Allemagne en 1974, l'Argentine en 1978 et la France en 1998. Le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les phases finales de la Coupe du Monde. Dans ce palmarès, le pays qui organise l'édition 2014 est suivi de l'Allemagne qui n'a manqué que 2 éditions de la Coupe du Monde. Et à l'étranger ce soir, les souffrances du monde au cœur du traditionnel message pascal du pape François. Le souverain pontife a évoqué les conflits en Afrique ainsi que les épidémies et l'économie de ce message. Fabienne Brichet, AITV. Le pape François a consacré la majeure partie de son traditionnel message pascal aux souffrances du monde. Celui qui a fait de la défense des pauvres le thème dominant de son pontificat a notamment évoqué l'Afrique, ses conflits et ses maladies, comme l'épidémie de fièvre Ebola qui se propage dans l'ouest du continent. À cette occasion, le souverain pontife a dénoncé les négligences dans les soins apportés dans les pays les plus pauvres. Fait que nous puissions soigner les frères touchés par l'épidémie d'Ebola en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et au Libéria, et ceux affectés par tant d'autres maladies qui se diffusent aussi à cause de l'incurie et de la pauvreté extrême. Autre thème abordé par le pape François, les conflits armés, comme en Centrafrique, ou encore le terrorisme.
Nous prions pour la fin des affrontements en République centrafricaine, pour un arrêt des atroces attentats terroristes dans certaines zones du Nigeria et un arrêt des actes de violence au Soudan du Sud. Une allusion pour le Nigeria au groupe islamiste Boko Haram qui a revendiqué l'attentat sanglant lundi dernier à Abuja et auquel est attribué l'enlèvement de 129 lycéennes dans le nord-est du pays. Le pape a aussi évoqué les déplacés, réfugiés et personnes séquestrées du fait des guerres. Autant d'appels à la solidarité avec toutes les victimes en Afrique et dans le monde. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez à partir de 22h15 l'émission En Grand Stade présentée par Omer Djomo et David Sanjo. Excellente soirée sur Canadien International. À demain 20h.